Europe 1 matin. Alexandre Lemaire. Allez, faites-nous rêver. Le compte à rebours est lancé. Dans un an, Paris accueillera les Jeux Olympiques. Cérémonie d'ouverture sur la Seine. On en a eu un petit aperçu hier à l'occasion de la présentation de la torche olympique avec un invité surprise. Une cérémonie d'ouverture en plein air donc et en bord de Seine. De quoi donner des sueurs froides en termes de sécurité. Un constat ce matin. Sur ce plan-là, nous ne sommes pas encore prêts. Dans ce journal également, l'embarras d'Édouard Philippe après les déclarations d'Emmanuel Macron, le maire du Havre et ancien Premier ministre, fait tout pour rester à distance de la Macronie. Et puis le football, Kylian Mbappé toujours mis à l'écart au Paris Saint-Germain. Le joueur pourrait bien attaquer son club pour harcèlement moral. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Nous sommes donc le 26 juillet et nous sommes à un an de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024. 7 millions de tickets ont déjà été écoulés, il en reste encore 3 millions sur le marché. Les prix très élevés n'empêcheront pas la ferveur populaire, il y aura les fan zones et bien sûr cette cérémonie d'ouverture sur la Seine. Le point d'orgue, ce sera bien sûr le passage de la flamme. Elle a été présentée hier sur une péniche avec un invité surprise à bord. Reportage Antoine Bienvaux. Difficile de faire mieux pour présenter cette torche olympique puisque c'est le recordman du monde du 100 mètres, Usain Bolt, 8 fois champion olympique, qui a brandi le fameux flambeau à bord de cette péniche qui a traversé Paris sur la Seine. La star jamaïcaine très enthousiaste de participer à l'événement. J'ai hâte de vivre les Jeux Olympiques l'année prochaine. J'y serai, je serai avec ma famille aussi, pour que mes enfants puissent vivre les JO. Je souhaite aux athlètes le meilleur. Je sais que vous travaillez dur. Merci beaucoup. Usain Bolt qui ensuite, en compagnie de Tony Estanguet, a présenté la torche aux centaines de fans réunis devant la Tour Eiffel. Une ambiance folle avec des drapeaux français dans tous les sens et des Allez les Bleus qui ont résonné pendant plus de 30 minutes accompagnés d'une fanfare. Les Jeux ont beau débuter dans un an, la ferveur est déjà bien présente dans la capitale. Reportage Antoine Bienvaux. Une cérémonie d'ouverture sur la Seine qui donne effectivement des sueurs froides aux forces de sécurité. Plus globalement, les autorités s'inquiètent du retard qui a été pris en termes d'organisation. Et comme souvent, le coût sécuritaire, le nombre de forces nécessaires, policiers, gendarmes, agents privés, sont sous-évalués au moment de faire acte de candidature. C'est après que les choses se compliquent. Il y a la cérémonie en bord de Seine, vous l'avez dit, du jamais vu en termes d'organisation, et le climat global aussi. William Molinier, la Cour des comptes, a déjà tiré le signal d'alarme. Deux points noirs principaux sont pointés du doigt dans un récent rapport de la Cour des comptes. D'abord, la gestion de crise qualifiée de complexe. Les sages de la rue Cambon soulignent un manque de lisibilité de l'organisation. En clair, il manque un chef pour coordonner et gérer un attentat ou un incident majeur pendant les JO. Autre angle mort, la sécurité privée. Les besoins sont évalués à 17 000 agents de sécurité en moyenne chaque jour avec des pics à 22 000. Or, il est, je cite, plus que probable que l'ensemble des emplois ne soient pas pourvus. La Cour des comptes enjoint donc l'État et les organisateurs à prévoir un plan B au plus tard en octobre prochain afin de mobiliser les réserves opérationnelles de la police et de la gendarmerie, voire de faire appel aux armées pour pallier la carence de l'offre privée, ce qui mécaniquement entraînerait un surcoût pour les organisateurs des JO. Ils devraient alors payer l'État pour cette mise à disposition, au risque de faire dévier la trajectoire du budget général, déjà revu à la hausse de 10% en décembre dernier. William Molinier, spécialiste sécurité et défense à Europe 1. 7h03 sur Europe 1, la suite de votre journal. Christophe Lamar, Alexandre Lemaire. Avec la fin du déplacement d'Emmanuel Macron en Nouvelle-Calédonie et un discours très attendu sur l'avenir institutionnel de l'île. Les Calédoniens doivent entamer le chemin du pardon et regarder l'histoire en face. Nous devons parcourir ce chemin ensemble. Un extrait du discours prononcé il y a quelques minutes à Nouméa. Emmanuel Macron qui réclame par ailleurs une révision de la Constitution pour la Nouvelle-Calédonie, chantier qu'il souhaite entamer au début de l'année prochaine. Venons-en maintenant, Christophe, à cette petite phrase signée Emmanuel Macron hier à propos de son ancien Premier ministre Édouard Philippe. Un ami, a dit le président, qui l'imagine bien comme l'un de ses successeurs potentiels à l'Élysée en 2027. Autant dire que le maire du Havre a modérément apprécié. Et petite phrase prononcée, tombée quelques heures avant la venue d'Elisabeth Borne au Havre. Au menu, l'implantation d'une plateforme de carburant alternatif. Entre l'ancien et l'actuel Premier ministre, la sympathie est réciproque et surtout réelle. Édouard Philippe a tout fait pour esquiver les questions sur son avenir. La déclaration du chef de l'État est perçue comme une flèche empoisonnée, Mayalène Trémollet.
Oui, durant la visite de la Première ministre dans sa ville, le leader d'Horizon a montré des signes visibles d'agacement face aux questions répétées des journalistes. Après la sortie d'Emmanuel Macron, Édouard Philippe a tenté tant bien que mal de balayer ce soutien présidentiel par une réponse évasive. Lorsque j'étais Premier ministre, je m'étais fixé une règle consistant, lorsque j'étais en déplacement, à ne traiter que du sujet qui faisait l'objet du déplacement. C'était une bonne règle. Et j'ai décidé de me l'appliquer à moi-même encore aujourd'hui. Donc nous sommes ici pour parler du Havre. Et je vous propose que nous en restions là. Il faut dire que la déclaration du président est ambiguë quand on sait les relations plutôt froides, voire distantes que les deux hommes entretiennent. D'autant plus que ces propos d'Emmanuel Macron vont à l'encontre de la stratégie d'Édouard Philippe. Le maire du Havre cherche à se démarquer du chef de l'État depuis plusieurs mois pour s'imposer sur la scène politique comme leader indépendant. L'ancien Premier ministre s'apprête entre autres à publier à la rentrée un nouveau livre sur le thème de l'éducation. Une initiative qui s'inscrit dans une stratégie de rupture vis-à-vis du président afin de prouver qu'il peut proposer un autre cap pour 2027. Maï-Hélène Trémollet du service politique d'Europe 1. La fin d'un long et douloureux procès à Bruxelles, celui des attentats de mars 2016. Ils avaient fait 32 morts dans la capitale belge. Salah Abdeslam et Mohamed Abrini ont été déclarés coupables. Et ces deux djihadistes ont déjà été condamnés à la prison à vie pour les attentats du 13 novembre 2015 à Paris. La cour d'assises spéciale de Bruxelles a donc clos la première partie d'un procès fleuve. 7 mois d'audience, 10 accusés, dont Salah Abdeslam et Mohamed Abrini. Tous deux ont été reconnus coupables d'assassinat. Laura Van Lerberg, vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Bruxelles. Eh bien, les jurés se basent sur plusieurs éléments. Après les attentats de Paris, Salah Abdeslam écrit une lettre dans laquelle il parle de finir le travail et demande à être mieux équipé qu'à Paris. Il a aussi fait le choix de rester dans les différentes caches sur le territoire belge avec des personnes impliquées dans les attentats. Il connaissait le modus operandi utilisé par ces personnes. Bref, pour les jurés, il ne s'est jamais désolidarisé de cette vague d'attentats. Concernant Mohamed Abrini, surnommé l'homme au chapeau, il a avoué l'ensemble des faits reprochés. 4 autres accusés sont aussi coupables d'assassinat dans un contexte terroriste. Pour Philippe Van Steenkist, directeur d'une association de victimes, ce verdict est une avancée majeure. Il y a justice qui est faite aussi envers des victimes, ça fait part de la reconnaissance, mais il est aussi très important qu'il y ait un message qu'on donne vers la société pour montrer que le terrorisme est quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors quelles seront les peines des accusés? La décision sera prise début septembre à l'issue d'une nouvelle session de délibération pour les jurés. Laura Van Lerberg, correspondante d'Europe 1 à Bruxelles. C'est une première aux États-Unis. Le Congrès américain va débattre en public de la présence des ovnis. Le cinéma, la littérature et aujourd'hui les réseaux sociaux continuent d'alimenter cette source de fantasmes et de peur. Les extraterrestres sont-ils parmi nous? Eh bien, la commission d'enquête parlementaire va en avoir le cœur net. Elle va donc entendre 3 témoins susceptibles d'apporter les preuves à Viva Fried. Vous êtes la correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. Oui, des témoignages très attendus devant le Congrès, car si l'année dernière ce sont les officiels du Pentagone qui avaient témoigné en mode circulé, il n'y a rien à voir. Aujourd'hui, ce sont 3 lanceurs d'alerte qui vont être entendus, dont un ancien responsable des services de renseignement américains qui affirme que les États-Unis ont récupéré des véhicules d'origine non humaine. Et pour le président de la commission qui va auditionner les témoins, le républicain Tim Burchett, les autorités auraient comploté pour cacher l'existence d'extraterrestres. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas que la vérité émerge. C'est ridicule. Soit ils existent, soit ils n'existent pas, mais ça perd l'hypopète. On va aller au fond des choses, quelle que soit la vérité. Les Américains méritent de le savoir. La vérité, qui est donc pour l'instant toujours ailleurs, devrait être révélée. De son côté, le Sénat américain veut faire passer un amendement pour déclassifier les informations relatives aux ovnis, ou plus exactement aux PAN, comme on les appelle maintenant, les phénomènes anormaux non identifiés. Pour une fois, démocrates et républicains au Congrès sont d'accord sur la question, et ça relève vraiment de la science-fiction. Viva Fried, correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. Le Japon, face à son hiver démographique, le pays touché par une chute record de sa population l'an dernier, 800 000 Japonais de moins. Il compte aujourd'hui 122 millions d'habitants. Les différentes politiques menées en faveur de la natalité ne parviennent pas à enrayer une baisse constante depuis plusieurs années. Les incendies continuent de faire des ravages, Christophe, dans l'Europe du Sud. Oui, en Grèce, les pompiers luttent depuis une semaine contre les flammes. 35 000 hectares ravagés selon l'ONG WWF. 3 morts, dont 2 pilotes de Canadair. 5 morts en Italie, la Sicile assiégée par le feu par endroits. Rien à voir d'ailleurs avec les feux de forêt. On apprend que 23 marins ont été évacués d'un cargo en flammes au large des côtes néerlandaises. Il y aurait 1 mort selon un bilan encore provisoire. Le sud de la France n'est pas épargné, même si les feux sont fixés ce matin dans les Bouches-du-Rhône et les Alpes-Maritimes. En Corse, en revanche, la situation reste sous très haute surveillance près de l'île Rousse. 130 hectares sont déjà partis en fumée.
On passe au sport à 7h09 sur Europe 1. Kylian Mbappé toujours tenu à l'écart par les dirigeants du PSG. Une situation qui pourrait bien se retourner contre le club. Ouais, c'est un peu qui cédera le premier dans ce bras de fer entre le joueur et le PSG. L'attaquant s'entraîne toujours à l'écart, loin de ses coéquipiers actuellement en tournée au Japon. Si la situation s'enlisait, Cyril de la Mohennerie, il pourrait attaquer son club pour harcèlement moral. Oui, Kylian Mbappé est un employé du PSG, protégé par le droit du travail, mais aussi par la charte du football professionnel. Selon l'article 507 de cette charte, pendant la période de mercato jusqu'au 2 septembre, les clubs peuvent mettre de côté les joueurs en instance de départ et les placer dans un loft. Mais dans le cas précis de Kylian Mbappé, c'est pour le forcer à prolonger son contrat. Et c'est interdit, affirme maître Thierry Grand-Turcot, avocat spécialiste en droit du sport. Il y a une dérive de cet accord de l'UNFP visant à gérer les effectifs durant la période de mercato pour en réalité mettre Kylian sous pression. Aujourd'hui, le loft, clairement, ça a deux objectifs. Soit vous forcez le joueur à partir, soit, en l'occurrence, et c'est relativement nouveau, vous le forcez à essayer de re-signer. Mais dans les deux cas, ça reste illégal. Et si sa mise à l'écart se prolongeait, le champion du monde pourrait saisir la commission juridique de la Ligue, voire même attaquer le PSG en justice. Devant les prud'hommes, Kylian Mbappé pourrait faire résilier son contrat, auteur exclusif du club. Mais selon maître Grand-Turcot, ce bras de fer devrait se terminer autour d'une table à coup de chéquier. Voilà, Cyril de la Mohennerie du service des sports d'Europe 1. Tiens, et puis on parlait des joueurs du Paris Saint-Germain actuellement tournés au Japon. Ils ont fait match nul contre Al Nasser hier 0-0. C'est ce que vient de me glisser Lucas Courtin. Merci Lucas. Al Nasser où joue un certain Cristiano Ronaldo. Merci Christophe Lamar. Il est 7h10. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1. La météo des plages, Estelle, on enregistre des températures records côté baignade dans la mer Méditerranée. Oui, hier l'eau était à 28 degrés. C'était un record pour la mer Méditerranée. Aujourd'hui, la mer sera plus agitée avec plusieurs vagues, voire quelques rouleaux. À Nice, 26 degrés dans l'eau, 29 degrés à l'extérieur. À hier, 32 degrés sur le sable et 24 dans l'eau. Et puis à Canet, 23 degrés pour vous baigner et 30 degrés sur le sable. En Corse, une mer avec quelques vagues également. L'eau sera à 28 degrés avec une température extérieure de 32 degrés à Bastia et de 28 degrés à Ajaccio. Sur la façade de la Manche, une mer très calme. L'eau est à 22 degrés en moyenne. À Dieppe, 20 degrés à l'extérieur et 19 au bord du littoral. Et à Perros-Guirec, 17 dans l'eau et 22 degrés sur le bord de plage. Et puis sur la façade atlantique, à La Rochelle, 21 degrés à l'intérieur et à l'extérieur. Quelques vagues, mais l'eau sera plutôt calme. À Biarritz, sur la côte basque, par exemple, 22 degrés pour ceux qui se baignent et 24 degrés sur la serviette de plage.